Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 9 octobre. Le jambon de Vendée viendra de Vendée et seulement de Vendée. Cette tradition gastronomique vient d'obtenir le label IGP, l'indication géographique protégée, une reconnaissance qui récompense des années de travail pour les professionnels. C'est dans l'Ouest qu'il fait bon vivre et plus qu'ailleurs. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude menée par l'INSEE. Les détails de cette enquête dans ce journal. Enfin, c'est la dernière grande marée de l'année avec un coefficient de plus de 100. Les amateurs de pêche à pied sont donc de retour, notamment sur le Gois, pour en profiter. C'est désormais officiel, le jambon de Vendée ne pourra provenir que de Vendée. Cette tradition de notre terroir vient d'obtenir le label IGP, l'indication géographique protégée. Cette annonce est une véritable victoire pour les professionnels vendéens. Le point avec Pierre Dalicieux. Ici, on produit entre autres du jambon de Vendée, une spécialité locale bien connue dans le département et qui doit notamment sa réputation à son goût, aux différentes épices. Là, au départ, le jambon va être salé avec du sel ordinaire, sans épices. Et après, on va additionner ce sel avec des épices, du thym, du romarin, de la cannelle, du poivre. Et c'est ce qui donne ce goût véritable au jambon de Vendée. Salage, pressage, affinage, un jambon soumis à un cahier des charges bien précis et qui, à partir d'aujourd'hui, ne pourra être appelé jambon de Vendée que si ces critères sont respectés à la lettre. Une satisfaction pour des professionnels qui attendaient ça depuis bien longtemps. C'est le soulagement parce que c'est effectivement l'objectif de l'indication géographique protégée, c'est de protéger la fabrication du jambon de Vendée avec ses spécificités. Et donc oui, c'est vraiment un résultat qu'on attendait quand même depuis 10 ans, plus de 15 ans. Et donc comme vous pouvez vous en douter, c'est vraiment le soulagement sur le département de la Vendée. Le jambon de Vendée doit et devra être désossé sans être tranché, frotté au sel, à l'eau de vie et aux épices. Et enfin produit exclusivement dans le département, à l'exception de quelques cantons limitrophes de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Pour le moment, sur la cinquantaine de fabricants, seule une dizaine respectent le cahier des charges. L'IGP Jambon de Vendée va donc apporter un nouveau souffle à la filière. Il va forcément y avoir des répercussions économiques sur le département et chez ses propres opérateurs qui vont fabriquer du jambon de Vendée et aussi indirectement chez les producteurs, puisque le jambon de Vendée sera fait entre autres à base de jambon de porc franco-français, en fait de France. Et donc forcément, il y aura une répercussion aussi chez les producteurs et dans toutes les filières. Jusqu'à aujourd'hui, seul le label rouge donnait un gage de qualité au jambon de Vendée chez certains fabricants comme ici. Aujourd'hui, l'IGP ouvre la voie à d'autres producteurs qui jusque-là n'étaient pas forcément reconnus. Et une précision, aucune référence à la Vendée ne sera autorisée sur un jambon qui ne répond pas aux critères IGP. Les appellations jambon vendéen ou par exemple jambon des Chouans seront donc interdites. Les allocations familiales pourraient-elles être versées en fonction des revenus des parents? C'est la proposition relancée par certains députés socialistes. Une proposition envisagée de plusieurs fois dans le débat politique ces dernières années. Écoutez ce qu'en pensent ces deux élus vendéens, Alain Leboeuf et Sylviane Bulteau. On ne peut pas distinguer aujourd'hui les allocations familiales en fonction des revenus. Je rappelle qu'il y a des prestations familiales qui, elles, sont déjà considérées et sont déjà calquées sur le montant des revenus des familles. Il faut distinguer impérativement les allocations familiales qui sont universelles et sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir, des prestations familiales. Je pense personnellement, mais ça n'engage que moi, qu'il n'est pas normal que quelqu'un comme moi, qui suis député, touche les mêmes allocations familiales pour mes deux enfants qu'une personne qui est au SMIC. Voilà, donc ce débat, il traverse en ce moment un peu tous les parlementaires. Je ne sais pas s'il aboutira, mais en tout cas, c'est sur la table. Et puis, nous verrons après le débat dans l'hémicycle si les amendements sont acceptés par le gouvernement ou pas. Bonne nouvelle, l'ouest de la France serait l'endroit le plus agréable et les Pays de la Loire arrivent même en tête de ce classement. Depuis plusieurs années, les études le montraient, mais la nouvelle enquête de l'INSEE le confirme à nouveau. Les détails de l'enquête avec Aurélien Martin.
Une carte où ressortent clairement les départements de l'ouest de la France. C'est la conclusion d'une étude de l'INSEE qui a passé au crible 2677 bassins de vie de la France métropolitaine. Résultat, l'étude distingue 8 grands types de territoires, dont l'ouest organisé autour de villes moyennes, présentant de nombreux atouts selon l'Institut de la statistique économique. Pour aboutir à un tel résultat, pas moins de 27 indicateurs ont été pris en compte et compulsés par l'INSEE. 27 indicateurs recouvrant l'accès aux services ou à l'emploi, la durée des périodes de chômage, l'équilibre entre le travail et la vie familiale, le logement, les revenus, les relations sociales, en passant par l'environnement, l'égalité homme-femme ou la vie citoyenne, sans oublier bien sûr la culture, le sport, les loisirs ou la vie associative. Résultat donc, en termes de qualité de vie, l'Ouest se distingue clairement du reste du territoire national et la Vendée par exemple se situe dans les 10 premiers départements, aux côtés d'ailleurs des autres départements des Pays de la Loire. Je trouve qu'il y a une qualité de vie, qu'il n'y a pas de grandes villes, mais des villes moyennes et que c'est agréable. Il y a une forme de solidarité entre Vendéens, on va dire. Puis le temps, la mer... tout ce qui est proposé dans les activités. C'est une région qui est très agréable. Bien sûr, une telle étude ne doit pas masquer les difficultés conjoncturelles, le chômage y est en hausse, ni les faiblesses structurelles de ces territoires qui font la course en tête. La population diplômée, par exemple, y est relativement peu importante. Conséquence, les salaires y sont souvent plus faibles. Et puisqu'on parle de qualité de vie, on va se pencher sur le projet de Mouchamps. La commune souhaite redynamiser son bourg. Un pôle multiservice et des logements sont donc en construction. Les travaux ont débuté en janvier et le bâtiment devrait accueillir ses premiers locataires en début d'année prochaine. Concrètement, ce pôle proposera 4 logements, un office notarial et 2 commerces. Ce bâtiment est un projet central puisqu'il va donc accueillir à la fois des nouveaux habitants et surtout des nouveaux commerces et services, puisque l'office notarial, Bérangère Coiffure, il nous reste donc un logement à louer, un locatif à louer commercial. Ça démontre qu'on a des potentialités, qu'il y a du foncier qui peut se libérer aussi dans les cœurs de ville, et ainsi donc revitaliser en quelque sorte, socialement, humainement, donc nos bourgs vendéens. Comme chaque jour, on poursuit avec le procès Xynthia. Cette semaine est consacrée au témoignage des prévenus. L'ancien maire de La Faute-sur-Mer et son ancienne adjointe à l'urbanisme ont déjà été entendus. Et ce jeudi, c'était au tour de Philippe Babin de témoigner. Aujourd'hui, il était présent en tant qu'ancien président de l'association syndicale des Marais de La Faute-sur-Mer. Il a donc dû répondre à cette question. Pourquoi la digue n'a-t-elle pas été surveillée cette nuit de février 2010 ? On retrouve Caroline Tronche sur place pour plus de précisions. Oui Edwige, pourquoi cette digue n'était pas sous surveillance le soir de Xynthia? Pour y répondre et pour se défendre, Philippe Babin, l'ancien président du syndicat des Marais de La Faute-sur-Mer, dont une des missions à ce syndicat était justement la surveillance de cette digue. Le problème, c'est une sorte de double malentendu le soir de ce 27 février 2010. Premièrement, Philippe Babin déclare avoir été convaincu que son maître des digues était bien sur place le soir de la tempête pour la surveiller, mais les faits révéleront plus tard que ce n'était pas le cas. Deuxième point d'achoppement, l'arrêté qui régit le syndicat envisage à court terme une rupture de la digue, mais pas un débordement comme ce fut le cas pour Xynthia. Ce débordement s'était prévu à long terme, dont un dispositif de surveillance et d'alerte de cette surverse nettement moins bien ficelé. Un ordre du jour qui intéresse bien évidemment les fauteuils, mais pas seulement, comme cette association nationale présente dans la salle aujourd'hui. On va pouvoir diffuser, faire un rapport de ce qui se passe et puis d'attendre les conclusions de ce tribunal, justement de mettre en garde toutes les petites communes ou communes plus grandes de ne pas lotir ou de ne pas construire dans des zones à risque. C'est complètement fou. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire et gérer le présent en fonction de cette histoire. Et je crois que dans bien des régions, et pas forcément uniquement dans les cas de submersion marine, mais aussi pour les débordements de rivières ou de fleuves, on se contente de ce qu'on connaît sur une histoire d'homme ou de femme. C'est beaucoup trop court. Alors la 4e semaine d'audience s'achève demain avec l'interrogatoire du 4e et dernier prévenu. Il s'agira d'Alain Jacobson, l'ancien directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de Vendée. On parlera aussi des 2 entreprises de construction immobilière qui se sont chargées d'aménager les fameux lotissements.
Merci Caroline. Et précisons que les deux personnes que l'on vient d'entendre sont donc membres de l'UNALCI, l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations. Et puis vous le savez, vous pouvez retrouver toute l'actualité du procès Xynthia sur le site de TV Vendée au www.tvvendée.fr. On le dit souvent dans ce journal, à l'école, on apprend aussi loin des salles de classe. Preuve avec ce nouvel exemple, dans les collèges de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les jeunes sont en effet sensibilisés aux dangers de la route. Un sujet qui concerne notamment les adolescents circulant en scooter. Delphine Ledu a retrouvé les élèves de 4e entre exercices pratiques et théoriques. Si jamais vous chutez, ça sera probablement parce que vous avez mal contrôlé l'accélérateur. C'est bon pour tout le monde ? Donc Quentin, tu as tourné la clé vers la droite, oui. Tu as mis le contact, donc tu vas freiner. Quentin, 14 ans, a déjà son brevet de sécurité routière. Mais il réapprend aujourd'hui les bons gestes pour conduire un scooter. Cet après-midi, plusieurs élèves de 4e sont sensibilisés aux dangers de la route. Oui, très important. Je vois beaucoup d'accidents avec les véhicules à 2 roues, c'est très important, oui. Une opération en partenariat avec les collèges de Saint-Gilles et la communauté de communes. C'est pas simplement de manier un scooter, c'est aussi l'alcool, la drogue, d'où l'intervention des pompiers, l'intervention de la prévention routière, puisqu'on a le soutien de la préfecture de Vendée, en plus de la communauté de communes avec le camion de la prévention routière. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux enfants du danger, le danger pour eux et le danger aussi pour les autres. 3 ateliers pédagogiques sont proposés avec l'intervention de l'association de prévention routière de Vendée et les pompiers de Saint-Gilles. Ces derniers qui sensibilisent notamment sur les conséquences d'une conduite dangereuse. Nous, on parle de risques. Les risques, il faut apprendre à les détecter, il faut apprendre à les comprendre, il faut apprendre à les estimer. À partir de là, l'objectif, c'est d'avoir un comportement le plus mature possible demain sur un scooter ou sur un vélo. On a vu les facteurs d'un accident. Il y a les facteurs humains, facteurs matériels et facteurs environnement. Ça va m'éviter d'avoir un accident plus tard. Au moins, quand on sera sur le scoot, on se dira moins ah mince, qu'est-ce que je dois faire en fait ? Au total, 440 élèves de 4e des collèges Gillo-Crucien ont été sensibilisés à la sécurité routière. Au chapitre culture à présent, le Festival international du film ouvre ses portes dans une semaine. La programmation de cette 5e édition a été présentée il y a quelques jours. Alors du 15 au 20 octobre, le FIF proposera donc des dizaines de films à La Roche-sur-Yon avec un tarif unique de 5 € pour chaque entrée. Les œuvres proposées sont en compétition dans différentes catégories, notamment le prix du public et le prix lycéen. Précisons également que les tout-petits auront leur programmation. Le festival se veut donc un rendez-vous grand public. On a souhaité construire, faire tout le possible pour que même les gens qui ne se sont jamais sentis sollicités par le festival, en lisant la brochure programme, qui va être une brochure très riche avec plein d'informations sur les films, disent ces films peut-être m'intéressent. Je ne suis pas une cinéphile qui va 3 fois par semaine au cinéma, mais peut-être ces 2-3 films m'intéressent. C'est un programme qui invite à la découverte, qui invite à venir voir un seul film, 2 seuls films, 5 films. On espère tous les festivals évidemment, mais c'était pour nous une façon pour dire la porte est ouverte. Et pour connaître toute la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Festival international du film à l'adresse qui s'affiche. Les amateurs de pêche à pied le savent, c'est en ce moment les grandes marées. Ce jeudi enregistrait d'ailleurs le plus gros coefficient de la semaine. Et à l'occasion de ces rendez-vous maritimes, la foule revient toujours, notamment sur le Gois. Anthony Jamin est allé à leur rencontre. La marée basse n'est que dans 2h30 et pourtant, ils sont déjà nombreux à investir les lieux. Avec ce coefficient de 111, difficile de louper l'une des dernières chances de l'année de pêcher des palourdes dans la baie de Bourgneuf, si loin du Gois. C'est intéressant parce que l'eau s'en va plus loin et puis on a plus de moyens de pêcher, quoi. Il y en a qui arrivent à pêcher un petit peu sur les côtés aussi, mais bon, nous on préfère aller le plus loin. C'est prendre un bon bol d'air, c'est manger ma pêche aussi parce que j'aime beaucoup les fruits de mer. Et puis c'est un moment de plaisir avec des amis aussi. Voilà, le petit casse-croûte après, le petit verre de vin blanc, voilà. Mais avant le réconfort, l'effort. Il faut se courber, mettre les mains dans la vase et ne pêcher que les coquillages arrivés à maturité. Un vrai plaisir pour ces pêcheurs à pied, peut-être plus encore quand on vient de loin. Je fais à peu près 60 km pour venir.
Mais on aime bien, puis parfois je viens avec mon épouse le week-end et c'est une belle balade. On vient de 150 km. Hier on était aux huîtres et aujourd'hui on vient aux palourdes. Alors c'est pour ça, oui c'est un plaisir. Plus qu'autre chose, c'est pas pour la quantité. Et bien qu'il s'agisse de l'une des dernières grandes marées de l'année, les pêcheurs à pied sont moins nombreux qu'il y a un mois. C'est ce qu'a noté Karine au relais du Gois, situé juste à côté. Le temps n'est pas non plus de la partie. On a eu tellement un temps magnifique sur septembre que les gens sont venus en masse sur ce mois-là. Les prochaines grandes marées auront de nouveau lieu dans un mois, avant des grandes marées exceptionnelles prévues pour février et mars 2015. Et puis encore un mot pour découvrir la météo prévue pour demain. Et ce vendredi devrait être la journée la plus calme depuis ce début de semaine. Les nuages seront encore certes présents, mais le soleil sera également de la partie avec des températures encore très douces pour un mois d'octobre. Et c'est ce que vous confirme Armelle Pavageau dans quelques minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.